Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné de Timothée, parce qu'on avait trop de choses à se dire. Bonjour Timothée, comment ça va ? Bonjour, très bien, et toi ? Ça va très bien, je te remercie. On a la semaine dernière réalisé un épisode qu'on trouve assez cool sur les Universes Beyond, mais on n'a pas eu le temps de parler de l'extension Spider-Man. Donc on s'est dit petit épisode bonus pour faire une petite analyse un petit peu courte de quelques cartes qui nous ont tapé dans l'œil au sein de l'extension. Malgré toutes les problématiques que peuvent poser l'univers de Spider-Man à la licence, on en a parlé la semaine dernière. Bon, on se dit ça peut être intéressant de quand même voir mécaniquement les petits ajouts qui peuvent être cool à mettre dans vos cubes. C'est ça, exactement. On a parlé des problèmes ou des possibilités offertes par Universes Beyond, mais on va pas jeter toutes les cartes à la poubelle juste parce que c'est du Spider-Man et qu'en termes de cohérence narrative, on sait pas quoi en faire. Il y a quand même des choses mécaniquement qui sont super intéressantes. Donc, déjà, avant de parler des cartes en elles-mêmes, on va parler des mécaniques de l'extension. Les mécaniques, alors il y en a différentes qu'on connaît déjà, mais il y en a deux nouvelles et donc c'est de celles-ci qu'on va parler. Il y a donc lanceur de toile ou web slinging en anglais et il y a désordre ou mayhem en anglais. On va d'abord parler de lanceur de toile. Lanceur de toile donc est une capacité qui va vous permettre d'être un coup de lancement alternatif. En fait, vous allez pouvoir jouer votre carte pour moins cher en remplissant une condition, un coût supplémentaire. Et ce coût, lequel est-ce ? Ça va vous demander de renvoyer dans votre main une créature engagée que vous contrôlez. Donc par exemple, vous avez une créature qui est une 3-3 pour 3, bah c'est pas très très bien. Mais si vous avez lanceur de toile pour un seul mana, si vous avez une créature engagée, vous payez un petit mana, vous la renvoyez dans votre main et vous avez votre 3-3 pour un seul mana. Maintenant, vous avez juste retourné une créature dans votre main. Bon, moi, mon postulat de départ, c'est que moi, je pense que cette capacité, elle est pas très forte. Je pense aussi qu'elle est pas très forte, mais ça n'empêche que je la trouve intéressante. À voir si on a des équivalents qui vont ressortir plus tard, parce qu'elle est très contrainte à l'univers Spider-Man pour le moment. Mais le fait de pouvoir récupérer des cartes en main pour refaire des ETB, je trouve ça intéressant, ou des effets au cast. Après, effectivement, la condition d'avoir une créature engagée te demande soit de pouvoir attaquer, soit d'avoir un tambour de saute-feuille. Alors, effectivement, moi, c'est mon premier problème que j'ai avec la capacité, c'est que la condition engagée, elle est loin d'être triviale. Les créatures qui ont des bons effets d'arrivée en jeu, soit c'est des créatures qui coûtent cher, donc vous n'avez pas envie de les rejouer, vous préférez les blink que les boons. C'est-à-dire vous préférez les exiler puis les renvoyer en jeu immédiatement plutôt que les renvoyer dans votre main pour vous devoir les rejouer après. Alors si vous avez si vous avez des cartes qui vous permettent de tricher dans comment vous jouez, je pense avec par exemple des fioles d'éther ou ce genre de choses, c'est un peu différent et dans ce cas-là ça devient d'autant plus fort. Mais de manière générale, c'est pas anodin. Ou alors, si jamais elles coûtent pas très cher et qu'elles ont un effet d'arrivée sur le champ de bataille qui est intéressant, c'est souvent des chips. Et vous n'avez pas envie d'attaquer avec une chips parce qu'elle va se faire bloc et vous allez mourir. Heureusement, il y a d'autres moyens d'engager vos créatures. Tambour de saute-feuille, c'est un très bon exemple. Vous l'engagez, vous engagez notre créature et ça fait un mana de la couleur que vous voulez. Et il me semble que la dernière extension aux portes d'éternité a donné quelques petits moyens d'engager vos créatures avec des véhicules, mais surtout des stations. Donc, vous avez des moyens d'engager vos créatures sans avoir besoin d'attaquer. Ma question, elle est juste à quel point vous allez avoir besoin de construire autour de votre capacité lanceur de toile pour que votre carte, elle soit bien. Et moi, c'est ça mon plus gros blocage. C'est que je crois que toute seule, de manière isolée, je pense que la capacité n'est pas très très forte. Et si vous avez la possibilité de gagner en mana en jouant votre carte comme ça, en renvoyant votre créature, c'est bien. Mais à quel point est-ce que ça vaut le coup ? Le gain de tempo que vous avez, à quel point il vaut le coup par rapport à la perte de tempo que vous avez eu de renvoyer votre créature dans votre main ? Et ça, j'ai du mal à l'évaluer aujourd'hui. Effectivement, c'est dur à évaluer, surtout qu'on a un nombre de cartes très limité qui ont cette capacité. Et donc, encore une fois, il va falloir voir et le contextualiser dans est-ce que vous avez des archétypes, parce que potentiellement, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est aussi la capacité convoquer, qui permet d'engager pour lancer d'autres sorts. Et si au passage, vous ramenez votre elfe en main, vous jouez une carte pour moins cher et vous avez quand même la possibilité de rejouer votre petit elfe derrière, là, on commence à réduire cette différence de tempo dont tu parlais. Parmi les créatures avec web slinging qui vont bénéficier le mieux de cette capacité, je pense que c'est celles qui sont de couleur verte, puisque
intrinsèquement ce sera fort avec les elfes. Vous allez renvoyer votre elfe qui vous a pas coûté cher en mana. Certes, il a pas un ETB, vous n'allez pas gagner de la value en le renvoyant dans votre main, mais pour le coup, votre elfe vous a accéléré, la capacité de lanceur de toile vous a accéléré. Là, je vois comment on arrive à jouer des cartes très rapidement, mais en général, de ce que j'ai vu, les Spider-Man que vous allez avoir envie de jouer rapidement, c'est souvent des cartes un petit peu timmy. Je sais pas si elles ont beaucoup d'applications dans un contexte un peu plus compétitif. Je suis parfaitement d'accord. Est-ce qu'on fait un petit point sur le flavor de la mécanique quand même ? Bien sûr. Parce que moi je l'aime énormément dans le sens où on a vraiment cette idée de votre Spider-Man qui arrive sur le champ de bataille en lançant sa toile et en grabant, en attrapant un petit personnage secondaire qui avait besoin de se faire sauver. Mais du coup, on perd aussi la capacité ne se fait qu'en rituel, comme c'est sur des créatures. Moi, ça, c'est le truc que je trouve vraiment le plus dommage et je comprends pourquoi ils l'ont fait. Je comprends aussi. Mais pour moi, ça crée un effet, ascenseur émotionnel très violent qui est la capacité est cool. Quoi ? Je peux pas faire le truc que j'ai l'impression que ma créature elle devrait faire, c'est-à-dire j'attaque avec une créature. Mon adversaire m'a eu, il embûche mon attaquant. Et là, je fais genre non, je sauve ma Gwen Stacy ou je sauve ma Mary Jane Watson. Et en fait, non, je ne peux pas. Juste, je vais regarder Gwen Stacy mourir. Ça, au moins, on pourra dire que c'est Flavor. Effectivement. La deuxième capacité, c'est Désordre, ou donc Mayhem en anglais. Bon, on va pas passer par quatre chemins. La capacité, elle dit que vous pouvez jouer une carte pour son coût de Désordre si jamais vous l'avez défaussé ce tour-ci. Voilà. Et vous devez respecter les temporalités de lancement de la carte. C'est-à-dire que si c'est un rituel, vous ne pouvez pas le faire à instant speed. Bon, concrètement, c'est madness, c'est folie. Juste légèrement tweaké, légèrement patché. Moi, j'ai le sentiment que c'est une madness qui est un petit peu moins forte, même s'il y a des moments où ce sera mieux, mais qui en fait est fixe. Je pense que c'est une manière plus casual, plus friendly de gérer cette capacité. Donc, folie, si vous ne vous souvenez plus de ce que ça fait, c'est un coup de lancement alternatif que vous allez pouvoir utiliser au moment où vous défaussez la carte. C'est-à-dire, vous faites votre Faceless Looting, donc votre pillage 100 fois, vous allez piocher 2 cartes, défausser 2 cartes, vous défaussez votre carte avec folie. Là, au moment où vous la défaussez, vous pouvez immédiatement payer le mana du coup de folie, et là, vous allez lancer la carte. L'intérêt, c'est que contrairement à Désordre, vous n'avez pas besoin de respecter la temporalité de lancement de la carte, ce qui vous permet avec des guivres téméraires de mettre pendant le tour de l'adversaire des 4-4 piétinements pour bloquer les attaquants et ce genre de choses. Moi ce que je vois effectivement c'est le côté où Folie était une capacité relativement compliquée pour des nouveaux joueurs à comprendre, à savoir comment est-ce que ça fonctionne dans le jeu, et donc on l'a remplacé par le Désordre qui pour le coup a à la fois le côté on est plus clair sur les règles, il n'y a pas de on brise les moments où on peut lancer des rituels ou des éphémères, et à côté de ça on laisse la possibilité aux nouveaux joueurs de faire étape par étape. J'ai défaussé ma carte, est-ce que je veux faire d'autres actions ? Oui, non, peut-être, mais je peux toujours lancer ma carte pour son coup de Désordre en deuxième phase principale par exemple. En fait, je pense qu'en plus c'est une capacité extrêmement facile à suivre. Il vous suffit dans votre cimetière de mettre de côté les cartes qui ont des ordres, et à la fin du tour, vous savez que vous les remettez dans le reste de votre cimetière. Vous ne pouvez plus utiliser leur capacité des ordres. En soi, c'est pas très compliqué, et ça vous fait une manière vraiment plus clean, qui est que vous n'allez pas jouer avec la superposition et l'enchaînement des capacités. C'est vous défaussez votre carte, il n'y a pas de trigger, il n'y a rien qui va aller en pile, c'est juste, vous la mettez de côté, votre adversaire il voit que la carte a des ordres, potentiellement vous allez la jouer avant la fin du tour, et c'est très bien comme ça. Autre petite chose à signaler, parce qu'il y a un terrain dans l'extension qui le possède, ça dit que vous pouvez jouer la carte, ce n'est pas un cast, et donc du coup ce que ça permet, c'est que ça permet de jouer un terrain. Ça vous permet de jouer des terrains avec le désordre, et d'ailleurs il y a un terrain qui a désordre, donc voilà, c'est un terrain que vous avez la possibilité de jouer si vous l'avez défaussé ce tour-ci. Et je trouve que c'est une carte un petit peu cool, on va pas trop en parler, elle a pas passé notre cut, mais c'est vraiment une carte chouette. Disons qu'elle aura, le terrain dont on parle aura une utilisation extrêmement étroite, a priori. Elle va pas rentrer partout, donc c'est des cas vraiment spécifiques. En tout cas, moi j'aime bien cette capacité, et contrairement à Lanceur de Toile que je n'imagine pas revenir d'aucune façon que ce soit, dans aucune extension que ce soit qui ne soit pas Spider-Man, ou qui n'ait pas de personnage Spider-Man, Désordre, je vois bien comment ça pourrait s'étendre et peut-être remplacer Folie dans le futur. Et ça pour le coup ça lance le débat aussi, est-ce que ce serait dommage de perdre Folie au défaut de Désordre, ou est-ce que les deux pourront cohabiter dans différents sets ? Là c'est l'avenir qui nous le dira. Oui.
On va avoir quelques petites cartes dont on va d'abord parler en mention honorable. Il y en a 3. La première dont on va parler, c'est une des cartes qui a fait beaucoup parler d'elle dans l'édition, c'est un peu la figure de proue, c'est Spectacular Spider-Man. Voilà. Globalement, c'est une 3-2 pour 2 qui a le flash et qui va pouvoir se sacrifier pour donner indestructible et défense talismanique à toute autre créature. En fait, c'est une sorte de deuxième esprit dévoué qui, donc vous la connaissez sûrement, c'est un esprit avec le vol, une 2-1 pour 2, vous pouvez le sacrifier pour rendre tout votre board indestructible. Là, ce qui va la différencier, c'est que oui, ça coûte un petit peu plus cher à activer, mais elle a le flash, donc ça va pouvoir surprendre votre adversaire s'il fait une brasse ou quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, c'est un humain, donc ça rentre dans les synergies humains. Et aussi, en elle-même, elle est surstatée par rapport à l'esprit dévoué, et donc ça permet plus facilement de passer des points avec le vol, là où l'esprit dévoué pouvait prendre aucun trade, ou en tout cas mourir sur n'importe quel 1-1 oiseau vol. On n'est pas sur une révolution mécanique, mais je vois clairement pourquoi vous pourriez vouloir préférer l'un plutôt que l'autre dans vos cubes. On trouvait ça dommage de ne pas en parler, surtout vu la hype autour de la carte dans des formats un petit peu plus construits, je pense au Duel Commander, où il y a beaucoup d'appétence pour la jouer. La deuxième dont on va vous parler, c'est la métropole animée. Donc globalement, c'est une terre sauvage en évolution, donc c'est un petit terrain commune incolore qui ne produit pas de mana, mais qui peut s'engager, se sacrifier pour aller chercher un terrain de base dans votre deck et la mettre sur le champ de bataille engagé. Voilà, c'est juste une troisième copie en fait de cette carte qui existe déjà. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vais me répéter parce que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je vais continuer à le dire. Ça ne devrait pas changer grand chose pour la plupart d'entre vous, puisque normalement, si vous avez envie de mettre 10 immensités terramorphes dans votre cube, vous êtes libre de le faire. C'est pas comme en Commander où vous êtes contraint d'avoir un seul exemplaire de chaque carte. Néanmoins, si tant est que soit la saveur de la carte vous plaît davantage, parce que vous faites une ambiance un peu urbaine, ou bien que vous voulez vraiment respecter Mordicus, la règle de Singleton, et bien dans ce cas-là, c'est une troisième copie, ça peut être intéressant. Et enfin, nous avons la troisième mention honorable qui est Tactique Spectaculaire. Avez-vous entendu parler de Posture Valeureuse? Posture Valeureuse, cet éphémère pour 2 mana qui vous permet soit de détruire une créature qui a 4 d'endurance ou plus, soit de rendre une de vos créatures indestructible. Et bien, Tactique Spectaculaire, ça va être un petit peu la même chose, mais revisité. Vous allez avoir d'un côté créature de force, 4 ou plus, au lieu que ce soit l'endurance. Et de l'autre côté, vous avez aussi cette faculté à donner défense talismanique, mais vous mettez un petit marqueur +1/+1. Et ça peut peut-être faire la différence. Voilà, j'ai l'impression que c'est une carte qui remplit vraiment le même rôle, mais encore une fois, je vois comment vous pourriez préférer l'une ou l'autre. Elles sont pas directement en compétition, enfin elles sont en compétition sur le même slot, mais je vois peu l'utilité de mettre les deux dans le même cube, à moins que vous ayez vraiment avoir deux effets de ce genre. Effectivement, c'est très similaire dans l'application, mais en fonction des petites différences, ça va mieux trouver sa place dans certains archétypes plutôt que d'autres. Et donc c'est intéressant de la mentionner pour voir si est-ce qu'il n'y a pas un petit changement à faire dans vos cubes. La défense talismanique, ça va permettre de résister à tout ce qui est exil, ce que ne fait pas Posture Valeureuse. Le marqueur +1/+1 va avoir des synergies si vous avez des synergies avec les marqueurs dans votre cube. Bref, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, ce contre quoi vous souhaitez que vos joueurs puissent se défendre. Et à contrario, la défense talismanique ne protège pas des destructions de masse, donc Varas typiquement. Et donc, en fonction des archétypes présents dans votre cube, elle est peut-être moins intéressante. Maintenant que les mentions honorables sont mises de côté, on va parler de la première carte dont on voulait discuter avec vous. C'est une carte blanche et elle s'appelle Loyer à payer. Donc petit enchantement qui dit qu'au début de votre étape de fin, vous pouvez engager 2 créatures et ou trésors, dégagés que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte, sinon vous sacrifiez l'enchantement. Et ça coûte un seul petit mana blanc. Ça c'est très très important dans l'analyse qu'on va faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, cette carte ? Je pense que le plancher, vraiment pire situation, c'est une carte morte parce que vous n'avez plus de board, donc plus de créatures ou de trésors. Je pense que ce scénario sera extrêmement rare et que même si vous n'arrivez pas à l'alimenter plusieurs tours de suite, juste le tour où vous le posez, vous engagez vos 2 petits tokens qui traînent et vous vous retrouvez avec un cantrip en blanc, donc c'est déjà relativement appréciable. Et ensuite, si on va chercher dans les meilleures conditions, c'est une carte qui peut vous permettre de gagner de l'avantage sur un terrain qui est bloqué. Vous ne pouvez pas attaquer avec vos créatures, ou vous avez des trésors mais vous n'avez pas de sorts à lancer avec. Cette carte va vous permettre d'aller chercher des sorts à lancer ou chercher des solutions à ce board bloqué. Évidemment, quand on voit une carte, un enchantement qui permet de piocher une carte de plus par tour, on pense à Arène Phyrexian. Arène Phyrexian, au-delà du fait qu'on perd un petit point de vie à chaque tour, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'Arène Phyrexian, c'est 3 manas à jouer. Là, on a un enchantement à 1 mana, donc qui est beaucoup plus facile à caler.
et notamment qui est beaucoup plus facile à caler au cours de la partie. Parce que la force de loyer à payer, à mon sens, c'est pas de la jouer au tour 1. Ça a l'air vraiment, vraiment nul au tour 1, à moins que vous ayez Non, c'est deux pas un tour. ornithoptères dans votre main. Et là, c'est Ah, combo. Effectivement. Bah voilà, vous avez trouvé un nouveau deck de moderne, ornithoptère Red. Du Red coup, Issue. c'est staple obligatoire dans les cubes omnitoptères. Directement. Alors, blague à part, je serais extrêmement surpris si justement il n'intégrait pas le 100 ornithoptère cube. Parce que pour moi, cette carte, elle fait exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire c'est du card advantage, c'est un outil qui va venir générer de la value, mais qui ne peut le faire qu'en valorisant tes ornithoptères et donc les créatures que tu es obligé de jouer dans ton deck. Tu peux pas jouer un deck sans ornithoptères, enfin, qui n'en a pas du tout, et jouer loyer à payer, ça va être très très nul. Là, on parle vraiment d'un cube très spécifique, voilà, qui est un cube où il y a 100 copies de la carte ornithoptère, et c'est la seule et unique créature du cube, et vous ne pouvez pas tuer si vous n'avez pas d'ornithoptère dans votre deck. Petit aparté mis à part, moi je pense que la carte elle va briller dans les decks tokens, dans les decks qui vont créer beaucoup de petites créatures. Pour moi la carte elle est comparable dans les synergies qu'elle propose avec des cartes comme Opposition, qui est un enchantement pour 4 mana dont 2 bleus, et qui vous dit engager une créature que vous contrôlez pour engager soit un terrain, soit un artefact, soit une créature. Là pour moi c'est la même chose, c'est un enchantement qui va venir valoriser le fait que votre board il soit large, et piocher une carte de plus par tour, c'est très loin d'être anodin. Si on considère que 2 mana pour une carte, c'est un ratio qui est correct, bah c'est un peu comme si n'importe lesquelles de vos créatures étaient transformées en elfes de la noire et vous engagez 2 de vos bêtes pour pouvoir piocher une carte à la fin de votre tour. Sans compter que vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, le plus gros défaut de la carte, c'est que si vous ne le faites pas, vous perdrez l'enchantement. Vous ne pourrez pas choisir de le refaire le tour d'après. Mais vous n'êtes pas contraint d'engager vos créatures. Si vous êtes sur le point de mourir et que vous avez besoin de garder des bloqueurs, vous n'êtes pas obligé d'engager vos bêtes. Loyer à payer ne vous force pas à le faire, c'est juste une option. Et si vous le faites, vous piochez, sinon vous sacrifiez l'enchant. Et moi, un des points positifs aussi, parce qu'on faisait la comparaison avec Arène Phyrexian, c'est que Arène Phyrexian, vous devez laisser le tour à votre adversaire, et donc il peut se détape ses terrains et la gérer potentiellement avant que vous puissiez piocher. Loyer à payer, c'est à votre étape de fin, et donc le tour où vous l'avez posé, votre adversaire aura une fenêtre beaucoup plus courte et beaucoup plus réduite pour gérer cet enchantement avant de vous laisser faire votre card d'advantage. Il y a un autre truc dont je souhaitais parler sur la carte, c'est évidemment la version Universes Within d'Arena. Si vous posez la question, donc en anglais c'est Confessor's Bindings, voilà. Entrave du confesseur. On est effectivement sur quelque chose d'un petit peu plus abstrait où on essaie d'extorquer manifestement des informations à une créature quelconque. Pour le coup, si jamais vous êtes complètement allergique à l'univers Spider-Man, bah, vous pouvez toujours utiliser cette version-là dans vos cubes. Mais justement, parlons des quelques lettres de noblesse de l'extension Spider-Man. Le flavor de la carte, il est incroyable. Il est incroyable. Donc soit tu dois vraiment dépenser de l'argent des trésors, soit tu dois donner ta puissance de travail en engageant tes créatures. Voilà. C'est soit tu bosses, soit tu payes, t'as pas le choix. Et si tu ne le fais pas, tu perds ton logement. C'est absolument incroyable. Je pense que de ce point de vue-là, d'un point de vue mécathème, c'est vraiment du 20 sur 20. Et je pense que ça aurait été dommage de ne pas le souligner. Je sais que toi aussi, tu avais été très sensible à ça quand on a vu la carte ensemble. Oui. À mon avis, c'est un bon piocheur en blanc. Et même s'il va surtout briller dans des decks qui ont beaucoup de bêtes, je serais surpris de ne pas le voir essayer dans des decks un petit peu Winnie White ou des choses comme ça, même qui ne vont pas abuser d'avoir des tokens. Parce qu'en fait, c'est des decks qui, au-delà d'avoir plein de petites créatures à un mana qui vont pouvoir être rentabilisées en fin de partie quand c'est un petit peu plus difficile de passer, bah, vous avez aussi la situation de vous allez créer accidentellement des jetons. Vous avez une Adeline, hop, bah comment ça j'ai des petits jetons maintenant? Bah en fait mes jetons plutôt qu'attaquer avec, je pourrais m'en servir pour piocher des cartes, etc. Peut-être que c'est une carte qui va dans certaines situations coller à la main, c'est ce que tu disais dans vraiment le plancher de la carte de vous avez pas de board, en fait si vous jouez la carte elle va mourir. Mais dans le bon deck, je sais pas si ça va arriver si souvent que ça. Et comme elle va se recycler immédiatement le tour où vous la jouez et derrière faire de la value, moi j'ai l'impression que c'est quand même une carte assez fiable. C'est une carte où moi je la vois potentiellement, vous l'avez dans votre main de départ, vous allez vouloir forcément jouer des créatures avant elles-mêmes. Et si vous rentrez dans une bataille un peu de 1 pour 1 avec votre adversaire, removal pour removal, anti-bet pour anti-bet, elle risque de vous coller un petit peu à la main jusqu'au moment où vous pourrez déployer plusieurs créatures dans le même tour. Mais en même temps, une fois qu'elle sera déployée, elle continuera de nourrir cette idée de jouer plusieurs sorts par tour. Donc je pense que ce sera vraiment l'expérience des joueurs de est-ce que mon deck est capable de la supporter ou pas? Est-ce que j'ai suffisamment drafté ou
pique des cartes qui me permettent de la nourrir ou non. À noter que c'est un enchantement, donc c'est assez solide, et que du coup, contrairement à beaucoup de cartes en blanc qui permettent de piocher avec vos bêtes, bah elle, ce n'est pas une créature, donc elle va pas mourir sur une Doomblade, même si, bon, si vous faites Vras, vous allez probablement perdre votre enchantement, donc elle garde cette vulnérabilité à il vous faudra des créatures, mais je pense quand même que ça a tendance à être un petit peu plus solide, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. La carte suivante dont on va vous parler, c'est Lady Octopus, inventrice inspirée. C'est une carte bleue. Pour un petit mana bleu, vous avez une 0-2. Elle a une capacité déclenchée qui dit à chaque fois que vous piochez votre première ou deuxième carte à chaque tour, mettez un marqueur ingéniosité sur Lady Octopus. Elle a une deuxième capacité activée, qui dit vous engagez Lady Octopus, vous pouvez lancer un sort d'artefact depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs ingéniosité sur Lady Octopus sans payer son coût de mana. En même temps, sinon, ce serait moins bien. Ce serait beaucoup moins bien. Et c'est une créature légendaire, humain, scientifique et méchant, parce que c'était méchant. Bon, cette carte au début, quand je l'ai vue la première fois, elle m'a pas forcément tapé dans l'œil, puis après j'ai vu que c'était pas une seule fois par tour, et que c'était votre première ou deuxième carte à chaque tour. Et de la même façon aussi, sa capacité activée n'est pas en rituel. Ce qui rend la carte bien meilleure. Effectivement. J'ai l'impression que c'est une carte qui va être terrifiante en duel commander. Je sais pas à quel point ça va être un peu joué, très joué, je m'en rends pas compte, mais on est sur une commande zone à 1 mana qui va vous permettre de la poser très très tôt en début de partie, et c'est comme ça que la carte est forte, parce que vous allez avoir envie qu'elle cumule des marqueurs ingéniosité sur elle. Enfin, c'est un très mauvais top deck en fait. Vous allez la jouer et elle va rien faire, c'est une 0-2 pour 1 et vous allez devoir attendre 2-3 tours pour qu'ensuite elle vous permette de jouer des cartes que vous avez probablement déjà jouées, puisque vous êtes en late game et donc potentiellement votre main est vide. Donc en top deck c'est affreux. C'est en main de départ que la carte a l'air intéressante, parce que là vous allez pouvoir très rapidement grind des marqueurs dessus. Et puis c'est ça, la carte est extrêmement build around, donc elle n'est pas autonome. Dans le sens où, oui, elle va prendre des marqueurs de manière plus ou moins autonome, parce que piocher des cartes, on le fait tout le temps, mais il va falloir quelque chose derrière pour en tirer sa puissance. Donc forcément, au top deck, vous n'aurez rien d'autre à jouer avec, et ce sera une 0-2 pour un mana, un petit crabe. En fait, il y a deux manières dont on peut abuser de la carte. La première manière dont on peut abuser de la carte, ça va être d'arriver à cumuler rapidement suffisamment de marqueurs ingéniosité pour qu'on puisse jouer des artefacts en avance. C'est-à-dire, vous avez que 4 mana, mais vous allez déjà jouer un artefact qui coûte 6. Ça, c'est la première manière d'abuser de la carte. Et même si c'est sûr que ça va arriver, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça va être si facile à faire. Moi, j'en reviens à cette idée de plancher et de plafond des cartes. Je pense que c'est ça, arriver à jouer des artefacts dont le coût de mana est supérieur au nombre de terrains qu'on a pu développer, c'est un scénario presque utopique. Mais ça arrivera, comme tu le dis. Ça arrivera parce que bleu a la faculté de pouvoir piocher pas mal, et si jamais vous mettez un marqueur dessus à chaque tour, déjà vous êtes en train d'égaler la quantité de mana que vous produisez si vous ne rampez pas. Et pour peu que vous avez des cantrips, etc., ça va grimper plus rapidement. En fait, vous pouvez voir, tant que vous avez Lady Octopus en jeu, vos cantrips comme de la rampe, puisque piocher une carte de plus pendant votre tour, alors si vous le faites une troisième fois dans le tour, ça ne marchera pas, on a bien saisi, ça ne trigger que 2 fois, mais ça peut trigger pendant le tour des adversaires. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si vous rampiez, puisque vous mettez un deuxième marqueur ingéniosité sur Lady Octopus. Donc ça, c'est la première manière d'en abuser, avec, c'est pas vraiment une deuxième manière d'en abuser, mais c'est plus en étendant le principe. C'est aussi de dire qu'au bout d'un moment, si Lady Octopus elle reste sur le board, potentiellement vous allez avoir 14 marqueurs dessus. J'exagère peut-être, mais vous avez l'idée. Et du coup, même si vous êtes toujours à 6 terrains parce que vous avez arrêté de lander, potentiellement, même votre portail Turixia, en fait, vous allez pouvoir le poser avec Lady Octopus sans aucun problème. Ça vous aura même pas coûté de mana, si tant est que vous aviez d'autres manières d'utiliser votre mana. C'est là où du coup, il y a la... Donc, ça, en fait, j'en vois même une troisième. Donc, je vais d'abord parler de celle que j'avais oubliée, qui est que c'est aussi une manière de doubler votre mana en quelque sorte. C'est exactement ce que j'allais dire. Et surtout, comme la carte est en bleu, on a cette capacité à la fois de jouer nos artefacts qui potentiellement, même si c'est pas des artefacts super intéressants, juste une bobble qui arrive qui va vous faire piocher, mettre un marqueur supplémentaire. Ça veut dire que vous gardez votre mana détapé afin de protéger votre Lady Octopus ou de gérer par d'autres manières ce que fait votre adversaire.
Après, si tu utilises Lady Octopus pour jouer ta babiole, ça c'est vraiment dommage. Parce que ça coûte pas de mana. Pas une babiole, mais Mais par contre, si jamais tu joues n'importe quel autre arto, effectivement, c'est bien. je pensais à Source de Sani. non, cryogénique. Ouais, bah, la deuxième source de Sani bleue, quoi. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Relique cryogénique. Voilà. Qui est une très très bonne carte de Age of Eternities. On en a parlé dans notre Incroyable. analyse sur Aux portes des éternités. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est une super bonne carte bleue. Venez jouer en popper pour jouer ça. Ah ben, ça c'est une carte qui fait plaisir. Donc effectivement, Lady Octopus, elle va vous permettre comme ça de dire je m'engage, je vais poser des cartes, j'ai pas dépensé de mana, donc je suis up sur un contre, je suis up sur un bounce, je suis up sur une réponse. Et donc, dans un deck un petit peu plus loin, un petit peu plus contrôle, c'est fort. Dans un deck plus proactif, c'est fort quand même. Oui, certes, vous n'allez pas avoir cette faculté à potentiellement cantrip tous les tours, etc. Mais en fait, pendant que vous êtes en train d'engager vos 3 manas pour jouer quelque chose, Lady Octopus, elle va s'engager, vous permettre de jouer une deuxième carte à 2 manas. Et donc en fait, vous vous retrouvez à avoir fait double spell dans le même tour. Ça me fait penser à Feu de l'invention. Oui. Et la troisième manière de valoriser cette carte, je pense que tu l'as vu puisque tu l'as précisé quand on a lu la textbox, bah, il n'y a pas marqué que vous pouvez l'activer qu'en rituel. Mais ils ont oublié une ligne. Est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup de jouer nos artefacts pendant le tour de l'adversaire? Ah, alors, le niveau 0, moi je vois vraiment, pas forcément des artefacts super forts, mais des cercueils de verre, des puits portables, et donc des artefacts qui permettent de faire des removals, qui ont la fâcheuse tendance à être joués qu'en sorcerie, habituellement en rituel, mais avec elle, bah, très rapidement, ça devient des éphémères, ce qui est extrêmement agréable. Et comme en plus ce sont souvent des artefacts qui ont des faibles coûts de mana, même si elle arrive un petit peu plus tard dans la partie, rapidement elle pourra le faire. Ce ne sera pas aussi immédiat qu'une carte à 3 mana ou 4 mana qui vous dira vous pouvez jouer aux artefacts avec le flash. Mais malgré tout, mine de rien, elle le fait un petit peu, elle vous donne cette capacité-là. Et oui, vous avez cette capacité à pouvoir déclencher des effets d'arrivée en jeu d'artefacts à vitesse d'éphémère, mais il y a un autre truc un petit peu rigolo, c'est que parfois vous avez des artefacts très puissants qui ont besoin de place, de temps ou quoi que ce soit, et en fait, Lady Octopus, potentiellement ce qu'elle va pouvoir faire, c'est qu'elle va dire, à la fin de ton tour, je vais poser cet artefact, tu n'auras pas eu de fenêtre pour le gérer, et ensuite c'est mon tour, je ne tape à nouveau, je vais pouvoir poser un autre artefact et je vais partir en sucette. Et pendant tout ce temps-là, vous avez gardé votre mana de up pour vos contres. Et je viens de penser à quelque chose d'horrible parce que tu parlais de ces artefacts qui prennent du temps. Je quitte un peu le cube, mais Goblin Charbelcher en moderne. Moi, je mets ça là. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui avaient déjà eu l'idée. Est-ce que ce sera vraiment jouable? Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un petit peu marrant de pouvoir dire j'ai 3 mana, 4 marqueurs sur Lady Octopus. À instant speed, à n'importe quel moment, je peux tenter de partir en combo. Et en plus de ça, comme ça me coûte pas de mana, je suis toujours up sur mes réponses. On en revient à ce qu'on disait de ce qui est fort, c'est de pouvoir dire je peux me protéger pendant que je joue mes cartes. Et donc c'est, à mon avis, une très bonne carte dans des shells un petit peu combo qui vont avoir besoin de pas se faire gérer leur pièce maîtresse et qui vont donc pouvoir garder des réponses dans la main avec du mana disponible et quand même continuer à développer leur board. Pour moi, c'est une bête intéressante. Ce qui vraiment l'empêche, de mon point de vue, d'être excellente, d'être vraiment extraordinaire, c'est le fait que si vous l'avez pas en main de départ, la carte elle est vraiment moins bien. Je vois tous les scénarios où la carte elle est incroyable, mais contrairement à Ragavan, elle a pas dash, elle a pas une capacité qui va lui permettre d'être un petit peu plus utile en fin de partie. Là, j'ai l'impression que si ça arrive tour 4 ou tour 5, c'est un peu tard, c'est peut-être trop tard, et du coup, est-ce qu'il y aura le syndrome pochette vide? C'est pas une carte qui fait piocher, c'est pas une carte qui fait de la value, c'est vraiment de la mana virtuelle. Et donc, comment est-ce que vous faites pour rentabiliser même une Dynamotran quand vous avez la main vide, quoi? Et de la même façon, on rappelle qu'en singleton, elle va être extrêmement fragile, et notamment dans des decks qui vont se tourner vers les artefacts, et donc où les removals de vos adversaires vont avoir potentiellement moins de cibles en moyenne. Et par contre, ce qui est cool dans des environnements, donc dans des cubes vraiment très centrés autour des artefacts, donc je pense par exemple à mon propre cube artefact, c'est que les removals par contre à créatures qui ne sont pas arto, ils sont plus rares. Donc oui, potentiellement dans votre deck, vous allez peut-être avoir moins de créatures, donc attention à la Doomblade de votre adversaire parce que elle va peut-être avoir moins de cibles, et donc Lady Octopus, ça va être un paratonnerre pour ce truc-là. Mais en contrepartie, peut-être que votre adversaire, il en a moins dans son deck. Et il va peut-être pouvoir détruire ce que Lady Octopus pose sur le champ de bataille, mais par contre, tuer Lady Octopus, ce sera peut-être plus difficile. Bon, la carte suivante dont on va parler, c'est Norman Osborn, une carte recto verso. Il y en a beaucoup dans l'extension des cartes recto verso, team.
Et encore que c'est pas l'extension où on en a vu le plus, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc Norman Osborn, c'est une petite créature, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une 1-1 pour un mana générique et un bleu, créature légendaire, humain et scientifique et méchant. Quoi? Donc- C'est un spoil! Ah, pardon. Il ne peut pas être bloqué, et à chaque fois que Norman Osborn inflige des blessures de combat à un joueur, il connive. Donc, pour rappel, connive, vous allez piocher une carte, défausser d'une carte. Si la carte dont vous êtes défaussé était une carte active, donc pas un terrain, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature qui a connive. Déjà, indépendamment du verso, la carte, moi je la trouve assez solide en fait. C'est un petit moteur de sélection qui va mettre des points, qui, s'il n'est pas géré, va potentiellement pouvoir grossir dans une 2-2, une 3-3 qui va être très vite menaçante et qui au passage permet un tas de synergies. Mettre des cartes au cimetière, globalement, c'est plutôt bénéfique souvent. En fait, c'est une carte qui me fait penser à des cartes comme Looter Ilkor ou encore au Petit Loup-Garou qui est une 1-1 imbloquable pour 2. Quand il connecte, vous piochez, vous défaussez. Puis lui, le Loup-Garou, quand il se retourne, maintenant vous ne défaussez plus, il vous fait uniquement piocher. C'est des cartes qui sont hyper intéressantes en cube, à la fois comme discard outlet, donc comme moteur de défausse pour pouvoir vous permettre de mettre certaines cartes au cimetière, mais aussi c'est une carte qui va filtrer vos draws. C'est une carte que votre adversaire ne peut pas bloquer, donc vous allez rentrer des petits pions à chaque tour. Cette évasion elle est hyper importante avec un petit peu tempo qui vont essayer de maintenir la pression. Et moi, la chose que je trouve extraordinaire avec celle-ci par rapport à plein d'autres qu'on a eu, c'est que lui, il ne va jamais acquérir la capacité à vous faire uniquement piocher une carte, ce que beaucoup de variantes de Looter Ilkor font depuis quelques années. Je pense par exemple au petit rat de Bloom Bureau qui, si vous avez le seuil, alors maintenant, vous ne défaussez plus de cartes, juste vous vous contentez de piocher, mais sinon c'est la même chose, hein, c'est une 1-1 pour 2 imbloquable. Quand elle connecte, vous piochez, vous défaussez. Donc lui, il gagne pas cette capacité-là, même s'il a un verso et qui, on va le voir, dépote bien. Il y a quelques lignes de texte. Voilà, mais c'est juste que Connives, c'est pas anodin, la créature grossit. Et donc votre 1-1 imbloquable, ça veut dire une 2-2 imbloquable, puis une 3-3 imbloquable, puis potentiellement une 4-4 imbloquable. Et c'est là où je trouve la carte extrêmement forte, et donc à voir dans quelle maison elle peut trouver sa place, etc. dans des cubes, c'est que même si vous la retournez pas, mais la carte déjà elle est assez oppressante en fait. Et on en revient aussi à cette question de c'est une carte qui vous permet de lisser vos sorties pour éviter de faire des flouds. En tout cas, si vous faites des flouds et donc que vous défaussez des terrains, que vous avez trop de terrain, ça veut dire que vous aurez, on va y venir, suffisamment de mana pour le transformer et donc tirer avantage de son autre côté. Si au contraire vous n'avez pas suffisamment de mana, il va grossir parce que vous allez défausser des cartes actives et donc ça va devenir une menace et donc continuer de mettre de la pression même si vous ne pouvez pas développer suffisamment de sorts par tour. Oui. Et du coup, il n'aura pas ce défaut qu'ont beaucoup de cartes avec un deuxième mode, une évolution, un verso ou quoi que ce soit. Je pense par exemple au dragon Nicol Bolas qui peut se transformer en Planeswalker. Oui. Ce genre de carte où le verso il fait rêver, mais parfois la situation elle est un peu pénible parce qu'on se dit là en fait je suis stuck à avoir pas beaucoup de land, je peux pas le transformer. Et là, ma carte, j'ai besoin qu'elle fasse autre chose parce que là, je suis en train de m'enliser. Norman Osborn, il va pas s'enliser. Alors là, je vous assure qu'il va clore cette partie en quelques tours si jamais vous le laissez grossir. C'est un recto d'une double face card qui vous permet à la fois d'accéder au verso si vous en avez besoin ou qui va être autonome de lui-même en fonction de la situation. Et donc, une carte extrêmement polyvalente. Bon, du coup, il n'y a plus grand chose à en dire. On passe à la carte suivante. Parfait. Alors, carte suivante. En fait, il y a un verso. Ah. Donc, le verso, on va vous spoil, mais en fait, Norman Osborn, c'est le bouffon vert. Non. Voilà. J'espère que vous ne souhaitiez pas découvrir la première trilogie de Spider-Man à l'occasion de la sortie de l'extension, auquel cas, désolé, on vient de vous spoil un big twist. Alors là, au moins 10 minutes de visuel. Le bouffon vert. Donc, je le rappelle, vous avez la possibilité de le transformer en payant 4 mana, un mana générique, un bleu, un noir, un rouge. Mais c'est une carte MDFC, ce qu'on appelle Model Double Faced Card. Ce que ça signifie, c'est que vous avez aussi la possibilité de jouer la carte directement sur son verso. Vous n'avez pas besoin de jouer la carte côté recto. C'est important dans un cas spécifique, même si nous, pour le cube, ça va moins nous intéresser. Au-delà du fait de parfois vous voulez directement avoir le verso, voilà. C'est aussi que vous pouvez avoir en jeu et Norman Osborn et le bouffon vert. Moi, j'allais aussi dire que ça fait que Norman Osborn, en tant que carte, est un bien moins mauvais top deck, où jouer une 1 bloquable qui, même si elle vous fait piocher défausser en attaquant,
là vous pouvez directement avoir une bête qui est relativement bien statée si elle arrive plus tard dans la partie. On va parler justement de ce bouffon vert. Donc si vous le jouez directement sur son verso, ça vous coûtera la même chose que si vous aviez transformé Normanus Born, c'est-à-dire 4 mana, dont un bleu, un noir, un rouge, donc un mana générique plus Grixis. C'est une créature légendaire, gobelin, humain et méchant. Toujours. Il devient pas gentil quand il se transforme. Non, il devient pas gentil quand on s'en... Mais je pense que d'ailleurs, ils auraient dû remplacer par et méchant et méchant. C'est une 3-3 vol menace, donc les stats sont clairement meilleurs qu'une 1-1 imbloquable, mais on n'est quand même pas sur une 6-6 qui tue en 3 tours. Mais elle a quand même 2 capacités d'évasion, vol et menace, donc c'est dur à bloquer. Il y a les capacités d'évasion, mais à noter que si vous avez joué Norman et qu'il a connive, quand vous le transformez, il va conserver ses marqueurs +1/+1 et donc potentiellement vous avez une 4-4, 5-5 vol menace. Et c'est pour ça que contrairement aux cartes qui, quand elles se transforment, vous les exilez puis vous les renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle du côté du verso, bah là c'est juste une transformation, ce qui signifie que si jamais vous la transformez, elle conserve ses marqueurs et elle ne souffre pas du mal d'invocation. Elle a 2 capacités. La première, c'est que les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Bah c'est trop cool parce que comme ça mes sorts avec le flashback ils coûtent moins cher. Attends, tu veux dire que je peux faire 2 faceless looting pour 2 mana rouge? Ouais. Trop bien. Ça pourrait même être intéressant avec une carte dont on va parler après. Mais c'est pas pour ça qu'elle a cette capacité, vous vous en doutez. On a parlé des mécaniques de l'extension, on a dit qu'il y avait les mécaniques désordre. Et bien c'est ça que va faire le bouffon vert. Et bien il va dire que chaque carte non terrain dans votre cimetière a le désordre. Le coût de désordre est égal à son coût de mana. Et évidemment, quand on la lance depuis le cimetière, comme pour un flashback, la carte est exilée après. Bon, concrètement, moi ça me fait fortement penser à Kess. C'est référence assez claire, en tout cas dans une forme du design. La carte coûte le même coût de mana. La carte est un tout petit peu plus faiblement statée, elle a un point d'endurance en moins. Ça peut être vraiment, vraiment important. Ça meurt sur Bolt, ça meurt sur des -3, -3, ça meurt sur pas mal de choses. Mais sinon, on est sur une créature qui vole, qui a 3 de force, qui coûte 4 mana donc Grixis, et qui va vous permettre de rejouer des cartes de votre cimetière. Alors la grosse différence avec Kess, c'est que Kess est un bien meilleur top deck, puisque Kess va venir vous permettre de rejouer ce que vous avez déjà joué au cours de la partie. Le bouffon vert, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il va vous valoriser vos moteurs de défausse en vous permettant de jouer les cartes que vous défaussez. Donc c'est pas exactement la même carte, mais il y a quand même pas mal de similitudes. Et à défaut, Kess est bien moins bonne en main de départ que Normanus Born ou votre bouffon vert. Exactement. Moi, je trouve que c'est des cartes qui vont fortement vous inciter à jouer du Spell Matter, mais le bouffon vert, pas nécessairement. Vous pouvez très bien jouer avec des bêtes, vous pouvez jouer avec... vous avez plus de versatilité dans les builds que vous allez pouvoir faire, et enfin, noir, rouge et bleu, vous avez des créatures avec des effets d'arrivée en jeu qui sont très très forts, donc vous pouvez imaginer un jeu beaucoup plus tempo, beaucoup plus avec de la value, des sinistres Strix, ce genre de cartes. Donc je vois comment c'est sympa parce que ça va pas vous faire build de la même manière que vous builderiez avec Kess. Bon, le défaut c'est que la carte est un petit peu moins clé en main. Si vous n'avez pas de discard outlet, le bouffon vert il fait pas grand chose, c'est juste une 3-3 vol menace pour 4. Là où Kess, vous la jouez, a priori vous allez pouvoir jouer vos spells, même si vous aviez pas de spell dans votre cimetière parce que vous avez encore rien joué ou que vous étiez fait exiler. Derrière je joue Kess et je fais foudre sur toi, je rejoue foudre, en fait déjà c'est bien. Le bouffon vert il peut pas faire ça. Alors il peut pas faire ça, mais comme tu l'as dit, il va avoir plus d'impact vis-à-vis d'un plan de jeu créatureux. Et c'est ce qu'on dit, Kess va être encore plus spell matter potentiellement que Normanus Born bouffon vert. Et on a parlé du verso, enfin de Normanus Born, qui est lui-même un moteur de défausse et de la possibilité, dans un format où on joue plusieurs copies, d'avoir les deux sur le champ de bataille. Donc à la fois un moteur de défausse qui attaque en imbloquable et notre bouffon vert qui nous permet de rejouer nos sorts qu'on a défaussés. Et je vous tiens, tous ceux là qui disent oui mais c'est pas réaliste, on a 2 fois la même créature sur le champ de bataille. Alors il est schizophrène, donc lui il a le droit. Il y a bien un moment où jouer un clone, un effet de copie sur votre Normanus Born ou votre bouffon vert pourrait être marrant. Donc moi je trouve que c'est une carte intéressante. Elle a un gros défaut en cube, même si le recto ce n'est pas le cas. C'est que c'est une carte tricolore en réalité. Et même sur le recto on voit que la carte est tricolore. Alors, rapidement, il y a pas mal de problèmes dans le cas du cube. Donc déjà, très rapidement, même s'il est un peu anodin pour certains, c'est une carte recto verso. Il y a des gens qui n'aiment pas les cartes recto verso. C'est moins pratique à drafter. Parfois, il faut sortir la carte de la sleeve pour savoir ce que fait le verso. C'est plus compliqué à proxy parce que potentiellement, la carte va être un peu coûteuse. C'est ça. Donc,
Pour toutes ces raisons, parfois c'est pas très pratique. Mais si on regarde plus d'un point de vue mécanique, c'est une carte tricolore. Et ce que ça va venir dire, c'est que déjà, dans le message que vous donnez à vos joueurs sur quels sont les archétypes, quelles sont les options, quels sont les builds, potentiellement c'est une très bonne carte pour un deck bleu-vert qui va se chercher à se meuler tout seul, à mettre des cartes dans son cimetière. Mais en fait, la carte, il y a écrit dessus, même sur son recto, il y a 3 pipes de couleurs qui disent bleu, noir, rouge. On sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jouent en commandeur et je vois comment ça va les matrixer, comment ça va venir les chercher en disant c'est une carte Grixis, elle est pas pour moi. Alors que pas du tout. Vous pouvez juste jouer Osborne et vous serez très très content déjà d'avoir votre 1-1 imbloquable qui va grossir et vous faire loot des cartes dans votre cimetière. Je suis absolument d'accord, mais en même temps c'est aussi un argument pour aller chercher des joueurs de commandeur, comme tu dis, à leur dire prenez en compte qu'en 60 cartes ou en 1v1, on n'a plus cette contrainte de l'identité colorée et en même temps regarde, ok tu joues du bleu, va chercher à splasher. Parce que potentiellement le splash du bouffon vert peut arriver que plus tard dans la partie. Même si vous n'avez jamais vos cartes, vous resterez pas avec une carte morte en main. Dès que vous jouez du bleu, évidemment. J'ai l'impression que c'est une carte qui est utile, le verso plus comme un builder round, où vraiment vous allez chercher à ce que votre deck il synergise avec beaucoup de discards à outlet, etc. Et le recto, à l'inverse, je pense que c'est une bonne bête qui va rentrer dans les stratégies de tempo, parfois sans trop de synergie, mais qui va venir valoriser des synergies avec le cimetière, soit du self-mill, soit du réanimator, ce genre de truc. Moi, c'est une carte que je vois mal ne jamais faire son apparition dans des cubes, parce que quand je la compare avec toutes les petites bêtes équivalentes qui sont donc pour 2 mana une 1 bloquable qui fait loot, celle-ci je lui trouve quand même des petites lettres de noblesse, quoi. Je suis absolument d'accord dans le sens où on a beau dire que potentiellement une comparaison avec Kess moins autonome, des difficultés sur les couleurs, etc. La carte fait tout. Elle fait le café, le ménage et vraiment... Alors, toutes les modalités de la carte ne seront pas utilisables forcément à chaque partie, à chaque fois que vous jouerez la carte, mais elle vous fera toujours un effet plus que positif pour un coût en mana extrêmement respectable. 2 ou 4, on est sur des curves relativement basses quand même. Pour la carte suivante, on a donc une carte extrêmement drôle, Se cacher au plafond. C'est un éphémère pour X et un bleu qui dit que l'on va exiler X cibles, artefacts et ou créatures, et on renvoie sur le champ de bataille ces artefacts et ces créatures au début de la prochaine étape de fin. Donc globalement, c'est un éphémérate sous stéroïde. Ce qui est très fort avec la carte, on a déjà vu des cartes qui permettent de blinker plusieurs créatures. Moi, ce que je trouve intéressant avec la carte, c'est le fait que vous allez pouvoir blinker des créatures ou des artefacts, et en quantité. Il n'y a pas beaucoup de cartes au final qui ont la particularité de pouvoir blink plusieurs types de permanents et de pouvoir blink plusieurs permanents en quantité. Et en plus, souvent, il y en a plus en blanc qu'en bleu. Et également, c'est en éphémère et c'est modal, comme tu le dis. C'est à la fois artefact et créature, mais vous choisissez le nombre que vous voulez en fonction de votre mana disponible. Après, pour le coup, ce genre de cartes, quand elles sont pas éphémères, elles sont vraiment pas très bien. Par contre, le fait que ce soit modal et que vous allez pouvoir ajuster la quantité de mana que vous voulez dépenser, ça, je pense que c'est vraiment très fort. Il y a des cartes qui vous permettent de blink tout votre board. Yorion, on te voit. Yorion, ça coûte 5 mana. Et donc, du coup, vous pouvez pas juste dire pour 2 mana, je sauve ma créature importante. Ou bien, plus tard en late game, je fais un play plus value. Et où justement, je vais blink plusieurs créatures d'un coup. Moi, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire de la carte. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment un bon ajout dans des decks blink. Si vous avez un archétype qui tourne autour de ça dans votre cube, moi, je trouve que la carte, elle compresse des rôles différents. Elle va compresser d'un côté le besoin d'avoir des cartes de blink pas très chères, qui vont coûter 2 mana maximum pour pouvoir juste dire je protège une de mes bêtes, je refais son effet, et des cartes qui sont un peu intéressantes parce qu'elles aident à clore les parties, qui disent là maintenant je blink tout mon board et je vais pouvoir t'écraser sous la value que je viens de produire. Et souvent les cartes elles font mal le pont entre les deux parce que les dernières justement coûtent cher en mana. Les premières, souvent, elles sont pas modales. Disons que c'est ça, elle a énormément de degrés d'application, où le niveau 0, c'est pour un incolore et un bleu, je sauve une de mes bêtes de ton removal. Et le niveau beaucoup trop élevé, c'est j'ai Hinata de Kamigawa, je blink tout mon board pour un bleu. Ensuite, il y a une autre information extrêmement importante sur cette carte, c'est que vous les renvoyez au début de la prochaine étape de fin. Ce que ça veut dire, c'est que contrairement à beaucoup d'effets de blink, on est plutôt sur un effet de type flicker. Ce que ça veut dire, c'est que ça va revenir à la fin du tour. Ça veut dire que vous pouvez protéger votre créature d'une vrasse. Si votre adversaire fait un effet qui va tout détruire, vous dites non, mais en fait mes créatures elles sont pas là.
on va résoudre ton sort. À la fin du tour, je renvoie mes créatures. C'est un petit peu moins bien pour bénéficier d'un effet d'arrivée en jeu immédiatement. Vous avez une solitude en jeu et vous voulez la blink pour justement refaire son effet, elle le fera, mais elle le fera un peu plus tard. Donc ça ne vous permet pas, par exemple, de snipe un attaquant immédiatement. Mais ça a des applications que ne peut pas faire une carte qui blink immédiatement et qui renvoie immédiatement en jeu. Il y a une dernière chose pour moi sur cette carte. Et c'est anodin, mais il faut le voir. C'est qu'il y a marqué « Exiler X cible, artefact et ou créature ». Point. Il n'y a pas écrit que vous contrôlez. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aussi vous servir de se cacher au plafond pour enlever tous les bloqueurs de votre adversaire. Tous les bloqueurs ou tous les attaquants. Exactement. Dans le cas d'un blink, ça marcherait déjà pour les attaquants. Ça les retirerait du combat. Mais par contre, ce que ça va permettre de faire, c'est que si jamais votre adversaire il a une créature qui donne +1/+1 à toutes ses créatures. Si jamais votre adversaire il a un bloqueur extrêmement gênant. En fait, ce que vous pouvez juste faire, c'est vous enlevez ces trucs du champ de bataille, vous faites votre phase d'attaque, et ensuite vous les lui rendez, et là, c'est un peu trop tard. Il est peut-être déjà mort, votre adversaire. Vous pouvez aussi faire un mix des deux. Vous pouvez très bien dire, je suis en train de me faire attaquer, mon adversaire, il a un trigger d'attaque qui va détruire une de mes créatures, je vais protéger mes créatures, et je vais enlever un attaquant, et vous pouvez très bien mixer entre les deux. Moi, je trouve que la carte, elle est d'une polyvalence qui est assez rare, parce qu'elle n'a pas les lignes de texte qui font que généralement, ce genre de cartes, son nerf sont limitées dans ce qu'elles peuvent faire. Là, elle a aucune restriction. En fait, vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Sa seule restriction, c'est que c'est pas n'importe quel permanent de terrain, c'est juste créature ou artefact. Je pense que ça va aller, quoi. Bon, la carte suivante est une carte noire. Et c'est ma petite favorite, c'est ma pet card, la carte pour laquelle j'ai eu envie qu'on fasse une petite analyse. La carte en question, c'est Chance de Parker. C'est un enchantement pour 3 mana dont un noir, enchantement qui dit au début de votre étape de fin, 2 joueurs ciblés révèlent chacun la carte du dessus de leur bibliothèque. Ils perdent chacun un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte révélée par l'autre joueur, puis ils mettent chacun la carte qu'ils ont révélée dans leur main. Timothée, moi cette carte, elle me fait évidemment penser à Dueliste Passionné, qui est donc une petite 2/2 pour 2 qui a la même capacité exactement. Et donc, c'est un effet extrêmement rare. D'habitude, les effets de type Obscur Confident qui permettent de piocher la carte du dessus de votre deck et de perdre autant de points de vie que la valeur de mana de cette carte, ça, c'est beaucoup plus répandu. Là, l'idée, c'est que ça marche pour les deux joueurs, mais que vous allez infliger à l'adversaire des blessures égales au coût de mana de votre carte. Et donc, évidemment, dès qu'on manipule dessus de ton deck, c'est débile. Bonjour Jace, Sensei's Divining Top. Voilà, on a 2-3 manières de faire ça, brainstorm. Donc, Effectivement, en Legacy, comme tu as l'air de sous-entendre, c'est le genre d'effets qui sont beaucoup plus puissants. Alors, on parle pas forcément du vrai format Legacy, ces cartes n'ont jamais trop réussi à être jouées. Mais par contre, dans des cubes de power level un petit peu Legacy, où ces cartes-là existent, typiquement, comme tu l'as dit, Toupie de Divination du Sensei, vous allez pouvoir le faire à chaque tour. Là, on commence à être sur des trucs assez énervés. Si vous avez des Emracules dans votre deck, on va bien se marrer. Surtout si vous pouvez le remettre sur le dessus de votre deck, ça va tuer vite. Même pas forcément des Emracules pour aller dans l'absurdité de la chose, mais simplement un gros piocheur à 5, Lauriane Révélée, qui va être une carte qui va potentiellement ne plus vous servir en fin de partie parce que vous n'allez plus la jouer, mais vous n'avez plus non plus besoin de terrain. Ou Force de Volonté. Voilà, vous la laissez au-dessus de vos bibliothèques. En tout cas, vous allez la remettre dans votre main une fois que vous allez la piocher. C'est vraiment dommage. Ah, ce serait bête. Mais ça fait 5 dégâts, et ensuite vous avez toujours la possibilité de refaire la même chose plus tard avec certaines cartes, ou simplement de l'utiliser pour contrer, je sais pas, un pet enchantement qui voudrait détruire ça. C'est un de mes effets préférés dans Magic. Kin Duelist, donc Duelist Passionné, c'est vraiment une de mes pet cartes favorites ever. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de mettre cette carte dans un cube parce qu'il n'y a quasiment pas d'effets qui font la même chose. Et donc, comment est-ce que vous voulez avoir un plan de jeu cohérent ? Là, moi, ce que j'adore, c'est que c'est une carte qui dit je fais la même chose. Donc, si vous voulez respecter une règle de singleton, mais que vous voulez avoir de la redondance sur cet effet parce que vous avez de la manipulation de pioche et des gros tons sur un espèce de Dimir réanimator un peu rigolo, quel bonheur, quoi. Ça vous fait piocher votre adversaire, à moins que lui aussi il joue des gros tons, et dans les cas, vous pourrez virer les cartes parce qu'elles ne sont pas essentielles à votre plan de jeu. En fait, vous allez perdre beaucoup moins de points de vie que votre adversaire. Ça va vous aider à creuser votre deck, piocher plus de cartes, trouver les parties de votre combo. Et sur un malentendu, votre adversaire, il explose. Dans les autres cartes qui font un peu la même chose, je pense au Palantir, qui justement, lui aussi, va jouer avec le fait que vous ayez des cartes à OCCM dans votre deck. Le cumul de tout ça, au bout d'un moment, c'est dur à porter pour l'adversaire, quoi. Et en l'occurrence, ces deux cartes qu'on a mentionnées, donc le Duelist et le petit enchantement de Spider-Man,
Moi, je les trouve aussi intéressantes plus dans un archétype agressif, noir, où on va vouloir chercher à faire un peu de value, juste des bonnes petites bêtes bien statées en début de partie, ces enchantements qui vont nous renourrir la main, et comme on prend le rôle de l'agresseur, même si votre adversaire a un contre-sort, une Force of Will à 5 qui révèle, sa Force of Will elle va pas être très utile contre vos drops à 1, vous allez prendre 5 PV, mais dans tous les cas, il sera mort avant que ces 5 PV perdus aient vraiment une importance. Et donc il y a une polyvalence aussi dans les archétypes dans lesquels ces cartes peuvent s'insérer. Il y avait un chevalier vampire qui faisait un petit peu ça, il coûtait un rouge et un noir, c'était une 2 de menace, et au début de votre entretien, chaque joueur piochait une carte, perdait un point de vie. Et en fait, ça rentre exactement dans cette logique de dire, on pioche tous les deux une carte, donc on pourrait dire que c'est pas très bien, mais moi je suis plus agressif, donc ma main se vide plus vite, donc je vais probablement plus leverage les cartes supplémentaires, alors que toi qui as encore 6 ou 7 cartes dans ta main qui jouent un peu plus contrôle, en avoir une 8e ou une 9e, qu'est-ce que ça va venir changer? Et le fait qu'on perde un point de vie tous les deux, moi le point de vie que je perds, je m'en fiche, mais toi potentiellement il est super important. Et là, on parle pas d'un point de vie. Là, potentiellement, on parle de 3, on parle de 4 PV. Si jamais je révèle mon Hellrider et que du coup tu perds 4, à la phase de sauce d'après, elle va pas avoir la même couleur. Hein. Et de la même façon, j'ai l'impression que c'est le type d'effet qui se bonifie avec le temps, où on a de plus en plus de cartes qui vont avoir un haut coût de mana, mais des réductions. Alors, la plus connue potentiellement et la plus jouée, Murktide Regent. Je sais pas si ça rentrerait vraiment dans ces archétypes-là. Je pense que ça rentrerait complètement de fou dans un archétype de ce genre. Hein. On a énormément de cartes, des solitudes, des Murktide qui vont coûter 5, 7, mais qui vont se jouer pour beaucoup moins, qui seront super agréables à révéler sur ces effets. Comme on dit, agréable c'est pour vous. Voilà, ça, agréable pour vous, délicieux pour l'adversaire. La carte d'après, c'est une carte rouge. Elle a failli pas passer le cut, mais on aurait trouvé vraiment dommage de ne pas en parler. C'est Super Bouffon, maraudeur encapuchonné. On parle donc d'une 1-2 vol célérité pour un mana générique et un rouge, donc 2 créatures légendaires gobelins, humains et méchants. Jusque-là, classique pour du Spider-Man. Méchant. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cette carte? Parce qu'elle a une petite ligne de texte très drôle qui dit qu'à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, le Super Bouffon gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et on rappelle, vol célérité pour 2 mana. Bon, il y a une 1-2 pour 2 vol célérité qui gagne des plus 2, plus 0 dans tous les sens, qui est sortie il y a pas si longtemps. Voilà, on pense évidemment au petit Piu Piu de Croistonnerre. Effectivement, qui est devenu une carte presque staple des decks burn ou en tout cas prouesse en moderne, quand ils existent. Voilà. Slickshot Show Off en anglais. Tire charme prétentieux en français. Oh là là, qu'est-ce que j'aime t'avoir dans l'émission. Donc, là on n'est pas du tout sur le même type de trigger, on n'est pas quand vous lancez un sort non créature, on est sur quand vous défaussez une carte. Mais par contre, on retrouve la même stat line de base, qui est que on a la célérité, on a de l'évasion, et on peut grossir très vite. Extrêmement vite. Moi, la carte, je la trouve intéressante parce qu'elle me fait beaucoup penser à des cartes comme Expert Lame-Feu ou Requin Taupe en maraude, qui sont des cartes qui sont jouées dans des decks justement qui veulent défausser beaucoup de cartes comme Hollow One, par exemple, qui est joué en moderne. Et je trouve que cette carte a complètement son sens dans un format justement plus singleton. On ne peut pas mettre 4 exemplaires de chaque carte pour avoir de la redondance sur ses effets. C'est une carte hyper agressive, ça grossit super vite. Enfin... Vous jouez un pillage 100 fois, déjà c'est une 5-2. Hein. Effectivement. Et au-delà d'être une 5-2, avec n'importe quelle autre petite créature du type Fear of Missing Out, donc peur de manquer, on va se retrouver simplement avec une 3-2 vol célérité, alors qu'on aura fait notre petite value sur une autre créature. Et si jamais vous vous souvenez de ce que fait Fear of Missing Out, moi je vois bien un petit pattern de je joue ma FOMO au tour 2, au tour 3, je joue mon Super Bouffon, il me reste un petit mana. Est-ce que je ferais pas un pillage 100 fois? Je pioche 2, je défausse 2. Maintenant j'ai une 5 de vol célérité. C'est dommage, j'avais pas mon délirium. Maintenant je l'ai. Et ensuite, on va faire une autre phase d'attaque. Piocher, défausser. Et je vais t'attaquer avec une 7 de vol célérité que je vais dégager. Et je vais réattaquer avec. T'auras pris 14. Est-ce qu'on passe pas un bon moment? Et là, on a quand même noté beaucoup de cartes rouges. Et généralement, ces archétypes, ça va plutôt être en Rakdos. Mais c'est pas non plus impossible de voir ces archétypes évoluer vers du IZ. Oui, en bleu, il y a beaucoup de discard outlet, tout comme en rouge, et vous allez avoir des petites créatures tempo qui vont vous aider à valoriser ce truc-là. Évidemment, le fait que vous ayez une synergie avec la défausse dans un set comme Spider-Man, on pense à la folie, on pense au désordre, vous aurez aussi d'autres synergies qui sont liées autour de ça. Moi, je pense que ce qui est le plus intéressant avec Super Bouffon, c'est que c'est une créature très agressive, et du coup, ça va pousser vos archétypes vers quelque chose d'un peu moins boui-boui
et d'un peu plus j'essaye de valoriser mes ressources d'une manière différente. Et donc je trouve que c'est toujours intéressant dans un cube parce que ça fait jouer un peu différemment. Je pense par exemple à ce Minotaur 4-3 pour 2 qui quand il arrive en jeu vous défaussez une carte. En fait toutes ces cartes là qui jouent sur le court terme, en fait c'est une carte qui va rentrer dans ces decks là et c'est une manière un peu sympa de faire comprendre que tous les archétypes aggro ne jouent pas de la même manière et que certains archétypes ils vont être capables de entre guillemets gaspiller des ressources pour essayer de gagner plus rapidement. Et de la même façon, c'est aussi intéressant de noter que ce type d'effet, ou en tout cas de créatures qui se boostent lorsque l'on défausse, commence à être imprimé de plus en plus grand nombre, ou en tout cas de manière plus régulière. Et donc on voit ça se développer sur des formats construits, mais du coup on a de plus en plus de possibilités de choix pour du cube, ce qui est quand même vachement agréable. Ensuite, on passe sur une carte verte qui a fait couler beaucoup d'encre sur mon Discord. C'est l'équipe de Damage Control. Et c'est bien la traduction officielle. Voilà, donc déjà, ça me fait un peu de peine de me dire qu'ils n'ont pas trouvé comment traduire Damage Control. J'en veux pas du tout aux traducteurs ou aux traductrices, j'ai rien contre vous. Mais par contre, je trouve que c'est assez révélateur du fait qu'il y a un moment, il y a des trucs, on peut pas le traduire en fait, c'est juste... C'est d'un côté, je pense que sûrement que les traducteurs auraient pu penser à quelque chose de mieux s'ils avaient eu plus de temps. On en revient à nos problématiques sur les sorties de Wizard. Et de l'autre côté, on a une question sociétale de la place de l'anglais dans notre langue française. Cette équipe de Damage Control, donc Damage Control Crew en anglais, c'est une 3-3 pour 4, dont un petit mana vert. Quand cette créature arrive, vous choisissez l'un. Oh, j'ai oublié de dire, c'est une créature humain et citoyen. Citoyen, c'est important. Je suis sûr que ce sera vraiment anodin, ce type de carte. Voilà, alors citoyen, oui. Humain, peut-être pas. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Soit vous pouvez réparer, vous renvoyez une carte ciblée avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis votre cimetière dans votre main. D'accord. Bon, là, globalement, on a un vraiment mauvais témoin éternel. C'est ça. Ça donne pas hyper envie de jouer la carte si elle est avec ça, mais encore une fois, c'est une carte modale, donc on va vite voir la deuxième possibilité. Et dans tous les cas, ça reste un effet d'arrivée en jeu qui reste correct. Ça permet de récupérer vos spoilers. Si vous ne voulez pas réparer, vous pouvez saisir, et si vous saisissez, vous exilez une cible, artefact ou enchantement. Et là on commence à parler. Vous connaissez tous Reclamation Sage, qui est donc cette 2-1 pour 3 mana qui, quand elle arrive en jeu, donc c'est un elfe qui détruit un artefact ou un enchantement. En fait, vous avez une alternative qui a des vraies lettres de noblesse en comparaison, et donc on va essayer de les lister. Donc son plus gros défaut, on l'a vu, d'ailleurs c'est le seul, c'est qu'il coûte un mana de plus. Ça, c'est dommage. Encore que, effectivement, c'est un mana de plus, mais on reste en vert, donc potentiellement on a la possibilité de s'accélérer en mana de manière facile. Ouais, c'est ça. En fonction Potentiellement, elle pourra arriver relativement rapidement quand même. Mmh. La première chose qu'on voit, c'est que c'est une 3-3 et pas une 2-1. Dans le Magic d'aujourd'hui, les 2-1, c'est vachement moins pertinent qu'à une époque. Et donc, une 3-3, ça va vous permettre de prendre beaucoup plus facilement des blocs, de prendre beaucoup plus facilement des phases d'attaque aussi. Rien que pour ça, parfois, la carte, dans certains cubes, elle va vouloir remplacer son alter ego juste parce que aujourd'hui, la 2-1, c'est juste plus suffisant et en fait, vous avez un mauvais naturalisation. Mais, vraiment, il y a encore des choses à dire. On va parler, je propose qu'on parle de réparer après, parce que pour savoir si cette carte modale, elle est à ce point modale, il va falloir qu'on arrive à pondérer ce mode de récupération de cartes. Mais on va donc d'abord continuer à parler de notre version je pète des trucs. C'est un exil d'artefacts ou enchantements. Et ça fait vraiment toute la différence. Quand on voit comment Haywire Might, puce défectrice, elle a trouvé sa place dans pas mal de formats, parce que justement elle permet d'exiler un artefact ou un enchantement non créature, j'insiste sur non créature, ce n'est pas le cas de l'équipe de Damage Control. Là vous vous dites, ah ouais en fait exiler c'est fort, ça va vraiment faire des trucs. Et effectivement, exiler c'est fort. Il y a un anneau unique en face, l'équipe de Damage Control elle dit hop, ça c'est dangereux, on saisit. Et j'ai envie de dire que c'est assez drôle également dans ce set Spider-Man où la pierre de l'esprit, non c'est pas celle de l'esprit, la Soulstone, la pierre de l'âme, donc petit caillou symbolique, emblématique du set, se fait gérer par cette équipe de Damage Control. Alors qu'elle est indestructible. Exactement. En fait, il y a beaucoup de choses que ça va venir chercher. Et en vrai, pour 4 mana, une 3-3 qui fait removal, c'est assez correct. Si jamais vous tuez quelque chose d'important, c'est mieux que Chupacabra. Chupacabra 2-2 pour 4 qui détruit une créature en arrivant en jeu, là vous avez une 3-3 pour 4. Donc, en fait, déjà, ce mode justifierait de pouvoir jouer la carte.
Et tant qu'on est sur la comparaison de Chupacabra, c'est 2 mana noirs. Là, on a une facilité de lancer cette carte puisqu'il ne coûte qu'un seul vert et 3 génériques. Ce sera beaucoup plus facile à splash et vous n'avez pas forcément besoin de jouer vert pour pouvoir jouer cette réponse si jamais vous sentez que votre deck il manque de solutions contre les artefacts et les enchantements. Mais il y a un autre mode. Et donc, ce mode, c'est ce qui fait que pour moi la carte elle est un peu over the top et que je pense que elle va vraiment trouver une place dans beaucoup de cubes qui veulent un effet de ce genre. C'est que non seulement, certes, c'est une créature qui en arrivant en jeu exile un artefact ou enchantement, mais elle a une autre option. Si votre adversaire n'a pas de carte pertinente à enlever, vous pouvez donc renvoyer une carte ciblée avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis votre cimetière dans votre main. Valeur de mana supérieure ou égale à 4 et non pas inférieure ou égale à 4, c'est pas si courant. C'est pas si courant, mais aussi, je pense qu'il y a vraiment une ligne entre 3 et 4 mana, où à partir de 4 mana, on commence à rentrer vraiment dans des sorts qui peuvent être game breaker. Alors pas toujours en fonction de la composition de votre cube, et par game breaker, j'entends évidemment des cartes qui vont changer le cours de la partie. On a mentionné l'anneau unique plus tôt, on peut mentionner d'autres enchantements, Fire of Invention, feu de l'invention, et je suis sûr qu'on en trouvera plein d'autres exemples dès qu'on se cherchera un petit peu. Moi, je pense que l'interaction la plus basique que je visualise avec l'équipe de Damage Control, ça va être de récupérer les élémentaires d'évocation de Modern Horizon 2. En fait, vous jouez une furie, enfin vous évoquez votre furie, elle va au cimetière, vous jouez votre équipe de Damage Control, vous récupérez votre furie. Ça, je pense que c'est le genre d'interaction qui va marcher facilement. Mais en fait, il y a plein d'autres cartes qui coûtent 4 mana ou plus et qui, comme tu l'as dit, méritent d'être jouées. Vous pouvez très bien jouer un deck qui va, on va dire, essayer de contrôler un petit peu la partie. Vous avez joué une Vras et vous pouvez potentiellement jouer ça, récupérer votre Vras. Et là, du coup, vous êtes à nouveau avec votre carte dont vous n'aviez pas beaucoup d'exemplaires dans votre deck. Vous avez à nouveau cette solution-là. Ça se curve pas très bien, ça c'est le défaut. Si jamais vous avez joué des cartes avant, à moins que vous en ayez défaussé, votre carte à 4 mana, elle va a priori pas récupérer une carte à 4 mana ou à 5 mana, puisque vous n'aviez pas eu cette somme-là de mana dans les tours précédents. Mais c'est pas forcément grave, c'est une carte que vous pourrez jouer plus tard. Et encore une fois, je rappelle, ça c'est la moitié de la carte. L'autre option, c'est vous gérez une carte. Et c'est une gestion efficace. Et pour revenir sur ce mode réparé, encore une fois, c'est une carte qui ne va faire que devenir meilleure et meilleure avec le temps qui passe. Parce que moi, quand tu m'as parlé des évocations, moi j'étais pas sur les évocations de Modern Horizon, j'étais pas sur des cartes aussi fortes. Je pensais notamment aux sagas qu'on a pu avoir sur la période Theros et Kaldheim. Donc Elspeth Conquiert la Mort, qui est un enchantement à 5 qui va faire removal, enfin anti-bet d'exil, puis stacks et enfin réanimation. Donc on a déjà en plus une boucle avec votre petit équipier. Et l'autre de Kaldheim, c'est Emprisonnement des Anciens Dieux, qui fait pareil. Un removal sur son premier effet, rampe sur le deuxième, et Death Touch, qui donne donc le contact mortel à vos créatures sur le dernier effet. Oui, il y a aussi la saga en noir de Bolas, qui fait un peu pareil, qui fait elle aussi un removal, elle aussi elle ranime quelque chose. Donc en fait, il y a déjà plusieurs sagas qui peuvent créer des espèces de boucles si vous trouvez un moyen de mettre votre équipe de damage control au cimetière. Donc ça, c'est un peu marrant. Sachant que ces deux sagas qu'on a mentionnées sont en noir, donc mettre une créature au cimetière en noir, ça va être vraiment compliqué. Donc la carte, au niveau de ce qu'elle procure, je pense qu'elle va très facilement trouver une maison. Notez que le fait qu'elle soit à 4 mana fait que ça se pod extrêmement bien. Vous pouvez très bien dire en fait je joue ma créature à 3 mana, ça peut être votre Reclamation Sage si jamais il y a beaucoup d'artefacts en face. Et ensuite vous sacrifiez votre bête, vous allez le chercher. En fait potentiellement si jamais c'est un deck qui du coup va avoir tendance à sacrifier des bêtes ou à en défausser avec des survies du plus apte ou ce genre de choses, en fait vous allez pouvoir récupérer la carte que vous avez défaussée, potentiellement pouvoir la rejouer après. Bref, la carte est forte mais elle a un défaut. Elle a un gros défaut, c'est qu'elle est méga moche quoi. J'ai pas envie d'avoir un gilet jaune dans mon cube. Gilet jaune et petit casque de protection orange. Mais heureusement, il y a une version Universes Within, comme toutes les cartes de cette extension. Et donc, rapidement, elle s'appelle Archiviste de Selesnya. Et donc, vous avez un petit humain dans son labo qui est en train d'étudier des trucs. Et qui... Alors, le flavor est un petit peu moins bien en termes de mécathème que la carte qu'on a vue précédemment. Mais en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est juste d'avoir la possibilité plus facilement d'avoir quelque chose qui n'évoque pas, qui s'immisce plus facilement dans votre univers. Parmi toutes les cartes dont on a parlé et dont on va parler aujourd'hui, et même la plupart des cartes de l'extension, c'est vraiment une de celles qui m'a le plus indigné et où je me suis dit, j'ai beau vouloir la jouer, celle-ci c'est pas possible en l'état quoi. Il me faut une version alternative. Je suis assez d'accord et au-delà de ça,
tout mon respect pour l'artiste et son travail parce qu'il a été commissionné par Wizard. Mais c'est vrai que l'illustration en elle-même, au-delà du fait qu'elle clash et qu'elle corresponde pas à notre image qu'on a de Magic, moi je la trouve pas non plus super réussie. La composition est assez... on a un plan de taille sur un travailleur. Voilà, et c'est à peu près tout. Après, bon, on sait que c'est aussi les goûts et les couleurs, les illustrations. Parfaitement. Donc, on n'est pas là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais sachez que si jamais, tout comme moi, tout comme Timothée, vous n'aimez pas les ouvriers en gilet jaune dans votre deck Magic, eh bien, vous avez un archiviste de Selenia qui fera très bien le travail. Après, si on continue à avoir ce genre d'illustration, on pourra faire un cube thématique manifestation française et ce sera peut-être très drôle. Non, c'est pas mal. Est-ce qu'on a une carte guillotine? J'espère. La dernière carte dont on va parler, et oui c'est déjà la fin, c'est le passage multiversel. C'est un terrain qui dit, au moment où ce terrain arrive, choisissez un type de terrain de base. Puis, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, il arrive engagé. Ce terrain est du type choisi. Bah, une manière de le résumer, c'est que c'est un Shockland, mais à terrain de base. C'est un Shockland à terrain de base monocolore. À première vue, comme ça semble plus que correct. Globalement, ça va vous permettre d'avoir la couleur dont vous avez besoin parmi les 5 couleurs de Magic. Le terrain peut tout le temps arriver à dégager si vous en avez besoin. Donc il a l'efficacité d'un passage, c'est-à-dire ces terrains MDFC qui vous donnaient donc une seule couleur et qui était recto verso, mais avec la polyvalence justement d'une immensité terramorphe ou, comme on en a parlé tout à l'heure, de la métropole animée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir n'importe laquelle des 5 couleurs, mais vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. Donc en fait, pour moi, la carte qui va le plus se comparer à celle-ci, c'est Prismatic Vista. Voilà. Je pense que Vue Prismatique, c'est vraiment la carte qui va le plus se comparer. C'est-à-dire que Vue Prismatique, c'est un terrain qui va s'engager, se sacrifier, aller chercher dans votre deck un terrain de base de n'importe quel type et le mettre en jeu. Et donc vous avez perdu un point de vie, donc c'est un peu comme un vrai fetch. Là, vous allez perdre 2 points de vie. En contrepartie, vous n'avez pas mélangé votre deck et vous n'êtes pas allé chercher un terrain de base. Donc, d'abord sur les choses qui font que c'est moins bien que Vue Prismatique, le fait que ce soit pas un shuffle effect, on sait à quel point les shuffle effect c'est super fort quoi. C'est pas un shuffle effect et ça nourrit pas votre cimetière. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous allez préférer un fetchland comme Vue Prismatique. Cependant, ce passage multiversel, son énorme avantage, c'est que quand vous jouez 5 couleurs, le gros défaut, c'est que vous n'avez pas envie d'avoir trop de basiques dans votre deck. Et le passage multiversel, il dit, moi j'ai que 5 couleurs, mais t'as pas besoin d'avoir un marais, une plaine, une île, etc. dans ton deck en fait. Je fais la couleur que tu veux, comme tu veux. Alors oui, il fait qu'une seule couleur, mais il pollue pas le réseau de ton deck. Et il conserve le terrain de base, ce qui va pouvoir avoir des effets annexes, connexes, même si on cherche pas à parler de deck 5 couleurs. Si jamais vous avez besoin d'avoir une forêt en jeu, et en fait, ce passage multiversel potentiellement est une forêt, et c'est pas juste qu'il fait du vert. Il y a pas mal d'applications. Moi, le fait qu'il ait tous ces défauts-là par rapport à une vue prismatique, j'avoue que je vais privilégier des vues prismatiques si vous voulez jouer ce terrain pour pousser des stratégies 2 couleurs ou 3 couleurs. Par contre, si ce que vous voulez, c'est poser des terrains dans votre cube qui encouragent les stratégies 4 ou 5 couleurs, je pense que ce terrain, il est pas si mal, sans compter qu'il est quand même très jouable dans les stratégies qui jouent moins de couleurs. C'est un terrain qui va intéresser potentiellement n'importe quelle personne dans le draft, et donc ça, c'est un énorme avantage, parce que vous n'allez pas avoir le problème qui est que ce terrain 5 couleurs, la seule personne qui l'intéresse, c'est la personne qui veut tout jouer, blablabla. En fait, non. Ce terrain-là, il dit j'intéresse n'importe qui. En résumé, j'ai l'impression que ce terrain est quand même en moyenne beaucoup plus faible que Vue Prismatique dans beaucoup de situations, mais qu'il est bien meilleur qu'un certain nombre d'autres terrains qu'on a pu voir imprimés depuis des années, qui, quand ils arrivent en jeu, nous demandent de choisir une couleur et potentiellement va arriver dégagé en fonction d'une condition. Ici, la condition, c'est 2 points de vie. Donc généralement, ça va être très facile à faire. Et puis, en plus de ça, la quasi-totalité des terrains qui font n'importe quelle couleur, soit c'est des cartes comme Cité des Reins qui en fait vont vous faire perdre des points de vie à chaque fois. Et donc rassurez-vous, vos 2 points de vie, ils auront vite été rentabilisés parce que très rapidement, vous aurez perdu moins de points de vie que si vous aviez une Cité des Reins ou une Confluence de mana. Ou alors ils arrivent engagés. Voilà. Et là, on a un espèce d'entre-deux qui fait bien le pont. Moi, je vois comment c'est un terrain qui va pouvoir rentrer dans des cubes pour justement proposer des alternatives. Encore une fois,
tout le monde ne souhaite pas briser la règle de Singleton. Moi, j'encourage les gens à le faire, surtout pour les terrains, si jamais ça sert les dessins de votre cube. Ce terrain-là, c'est une option supplémentaire et je pense qu'il est pas si mal. Je pense même qu'il est très agréable. Est-ce que tu avais d'autres petites choses à ajouter, Timothée ? À part à dire que sur cette dernière carte, l'artwork est quand même vraiment très sympathique et qu'on ne sent pas la patte Spider-Man forcément. Oui, Pour je suis quelque d'accord. chose qui fait référence à des multivers et la présence de cela dans le set Spider-Man, moi ça viendrait de Aux Portes des Éternités qu'on a eu juste avant. Ah, ça m'aurait choquerait pas du tout, choqué. Oui, de toutes les illustrations, déjà, première chose, il n'y a pas un gros masque de Spider-Man en plein milieu. Donc ça joue. Non mais Il n'y a pas de latex. Voilà, non mais c'est important Non, qu'on le mais dise oui. parce que c'est vraiment une des choses qui crée une ambiance pas ouf dans le set Spider-Man. C'est justement le fait que ils ont vraiment voulu coller la figure de Spidey absolument sur chaque illustration. Là, on a une carte qui est beaucoup plus générique. L'illustration est belle, hein, franchement. C'est une illustration de Pablo Mendoza. Bravo à lui. L'illustration est vraiment très chouette et ça choquerait pas du tout dans un set classique. Et de la même façon, cette vision d'un portail entre les mondes peut à la fois avoir ce côté science-fiction, mais aussi fantasy. Donc là, on est bien sur un mélange des deux mondes, des deux identités Magic et Marvel. Donc très content. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Timothée. Merci Timothée d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergri. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.